La richesse, la réussite financière, bon, ce sont des mots qui peuvent parfois sembler un peu, intimidants, oui, presque inaccessibles. Hmm. On imagine souvent des stratégies hyper complexes, des secrets réservés à quelques-uns. Et si en fait une partie de la sagesse la plus essentielle sur l'argent nous venait, tout droit de l'ancienne Babylone? Ah, le fameux livre. Exactement. C'est la proposition un peu étonnante d'un livre culte écrit dans les années 20, L'homme le plus riche de Babylone. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces paraboles anciennes. Voir ce qu'elles ont encore à nous dire. Voilà, déterrer les pépites de savoir financier qu'elles contiennent et vérifier si elles résonnent toujours aujourd'hui. Alors, notre source principale, c'est ce classique de George S. Clason. Ce n'est pas un manuel d'économie, hein, c'est plutôt une série d'histoires Très accessible, oui. qui se passe à Babylone, cette cité légendaire connue pour son opulence. L'idée de Claxon, c'était simple, transmettre des leçons financières universelles via ses récits. Et le contexte de Babylone est déjà une leçon en soi. On s'imagine souvent une sorte d'Eldorado avec des ressources naturelles incroyables. Oui, c'est l'image qu'on en a. Mais la réalité historique, et celle que décrit le livre, elle est différente. Pas de mine d'or facile, pas de grandes forêts, même pas assez de pluie pour l'agriculture de base. Ah bon? Comment ils ont fait alors? Eh bien, leur richesse, elle reposait sur l'ingéniosité humaine, des systèmes d'irrigation super audacieux, une agriculture productive, et puis, comme le suggère Claxon, une vraie compréhension des lois de l'argent. Une sorte de sagesse financière partagée. C'est ça. Et les découvertes archéologiques, les fameuses tablettes d'argile qui racontent leur quotidien, elles semblent confirmer cette idée. Une société qui valorisait le savoir pratique. Ingéniosité et sagesse pratique. C'est fascinant. Ça nous amène pile au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Ces lois financières, ces principes établis il y a des millénaires, est-ce qu'ils ont encore une pertinence? Dans notre monde actuel, avec les marchés, les cryptos, Exactement. Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous éclairer vers une meilleure situation financière? Pour le savoir, je propose qu'on commence par le début, avec l'histoire de deux amis un peu désemparés. On a Bansir, un fabricant de chars très doué, et son ami Kobi, un musicien de talent. Ils habitent à Babylone, la ville est pleine de richesses, mais eux, ils sont pauvres. ils triment pourtant. Ils bossent dur et sont bons dans ce qu'ils font, mais leur bourse reste vide. Et un jour, la prise de conscience, douloureuse. Ils ont passé leur vie à travailler pour l'argent, mais sans jamais chercher à comprendre comment il fonctionne. Comment on l'attire, comment on le garde. C'est ça. Et là, ils décident d'aller voir Arcade, un ancien ami devenu l'homme le plus riche de Babylone. C'est une étape clé, ça. Cette frustration de courir sans avancer, beaucoup de gens peuvent s'y reconnaître, non? Oui, je pense. Mais le déclic important, c'est quand ils arrêtent de se plaindre passivement, genre pourquoi nous, et qui passent à l'action. Allons demander à celui qui sait. C'est le premier pas. Peut-être le plus dur, ouais. Admettre qu'on ne sait pas et décider d'apprendre. C'est la différence entre subir et devenir l'architecte de sa situation, en quelque sorte. Et alors, que leur dit Arcade? Pas une formule magique hyper compliquée, apparemment. Non, pas du tout. Il partage le secret qu'il a lui-même appris jeune d'Algamish, un riche prêteur. Arcade était scribe, il avait bossé toute la nuit sur une tablette pour Algamish en échange de ce savoir. Une belle histoire d'échange. Et le secret, le voilà, presque décevant de simplicité. J'ai trouvé la route de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagne m'appartenait et que je devais la garder. Ah, La réaction d'Arcade immédiate. Mais tout ce que je gagne, c'est déjà à moi, non? et c'est là l'astuce. Algamish lui explique que non, en fait. On paie le cordonnier, le marchand de légumes, Tout le monde sauf soi. voilà. Se payer en premier. C'est le principe fondamental. Algamish dit, mets de côté au moins un dixième de tout ce que tu gagnes, avant toute autre dépense. C'est un changement de perspective total. Exactement. C'est la première cure pour une bourse plate. Commence par remplir ta bourse. Et c'est aussi la première loi de l'or. L'or, l'argent, vient plus facilement et de plus en plus à celui qui met de côté au moins ce dixième pour créer un patrimoine. Un dixième. Bon, ça peut sembler simple comme ça, mais quand on a l'impression de déjà manquer de tout, comment on fait? Est-ce que le livre donne des pistes pour ça? Oui, absolument. L'idée, ce n'est pas forcément le montant exact au début. C'est l'habitude. Commencer, même petit. C'est ça. Arcade utilise l'image de l'homme aux œufs. Il en met 10 dans son panier chaque matin, il n'en retire que 9 le soir. Peu importe la taille des œufs, le panier finit par se remplir. L'image est parlante. Ce dixième, ou même moins si c'est ce qu'on peut faire au début, c'est la graine de l'arbre de la richesse. Sans cette graine mise de côté systématiquement, l'arbre ne poussera jamais. C'est la base, la discipline de départ. D'accord. On met de côté ce fameux dixième, mais ça veut dire qu'il faut vivre avec les 9 dixièmes restants. Et c'est souvent là que ça coince. Ah oui,
Arcade enchaîne donc logiquement avec la deuxième cure, contrôle tes dépenses. Il dit un truc très juste, nos dépenses nécessaires, elles ont tendance à augmenter pour bouffer tous nos revenus. Sauf si on s'y oppose activement. Hmm, C'est tellement vrai. c'est ça. C'est un point crucial, et peut-être un des plus pertinents aujourd'hui. Ce que Clason décrit, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'inflation personnelle des désirs. Dès qu'on gagne un peu plus, hop, de nouvelles nécessités. Voilà. La vraie bataille, c'est pas toujours de gagner plus, mais de maîtriser cette tendance à tout dépenser. Le livre nous invite à bien distinguer les besoins réels des désirs qui sont souvent passagers. Et le budget dans tout ça? Le budget, il n'est pas vu comme une punition, mais comme un outil de défense, pour protéger cette première part qu'on a décidé de garder pour soi. J'aime bien cette idée du budget comme défense. Mais concrètement, comment on applique ça? Parce que contrôler ses dépenses, ça reste un peu vague. Oui, et c'est là qu'intervient l'histoire des tablettes de Dabazir, l'ancien esclave devenu chamelier prospère. Ah oui, les tablettes retrouvées? Son plan, retrouvé et traduit dans le livre, il est hyper clair. 11 dixièmes des gains pour soi, épargne, investissement. 7 dixièmes pour vivre, les dépenses courantes, logement, nourriture, tout ça. Et 2 dixièmes pour rembourser ses dettes. C'est précis. Une allocation pour chaque pièce gagnée. C'est une structure rigoureuse, pas juste dépenser moins, mais un plan proactif. Certains trouveront ça rigide peut-être, mais c'est cette structure qui permet de reprendre le contrôle et de s'assurer que l'épargne, c'est pas juste ce qui reste à la fin, s'il reste quelque chose. Ok, donc on épargne, on contrôle les dépenses, et cet argent mis de côté, il ne doit pas dormir si je comprends bien. C'est la troisième cure. Fais fructifier ton or. Exactement. Arcade raconte comment il a fait travailler son premier pécule. Il l'a prêté à Agar, un fabricant de boucliers, qui lui a payé des intérêts, une sorte de location de l'argent. Et le point clé, il a réinvesti ses intérêts. Ah, C'est l'introduction à la puissance de l'investissement et des intérêts composés. L'argent épargné devient un travailleur. C'est la deuxième loi de l'or. L'or travaille dur pour le sage possesseur qui lui trouve un emploi utile, il se multiplie. comme un troupeau. Et les gains de cet argent, les intérêts, les dividendes, ce sont comme les enfants de ce travailleur, qui peuvent eux aussi se mettre au travail. Et ça crée un flux de revenus. Un ruisseau d'or, comme dit le livre. Un revenu passif qui vient remplir la bourse sans effort supplémentaire de notre part. L'exemple du fermier qui place 10 pièces pour son fils et 50 ans plus tard, ça en vaut 167. Ça montre bien cette puissance du temps et des intérêts composés. 50 ans. Oula, c'est là qu'on touche un point sensible aujourd'hui, non? Attendre des décennies pour voir le résultat. Ça semble à l'opposé de notre culture de l'immédiateté. C'est sûr, le livre n'aborde pas frontalement cette psychologie moderne, mais la patience, elle est implicite partout. Arcade n'est pas devenu riche en un claquement de doigts. Non, ses premiers succès étaient modestes. Les paraboles insistent sur la construction progressive, il n'y a pas de raccourci miracle. D'ailleurs, le livre critique beaucoup les jeux de hasard, les promesses de gains rapides et irréalistes. C'est une autre époque, mais le message reste. La sagesse babylonienne valorise la persévérance, la vision à long terme, contre l'impulsion du moment. C'est un défi psychologique énorme. Surtout aujourd'hui. Cultiver cette patience, c'est une discipline en soi. Et faire travailler son argent, ça comporte des risques. Arcade en a fait l'expérience lui-même. D'où la quatrième cure, protège tes trésors contre la perte. Ah oui, sa première tentative d'investissement. Il raconte comment il a confié toute son épargne d'une année à Asmur, un briquetier, qui partait en voyage et devait lui acheter des bijoux phéniciens rares à tir. Sauf qu'Asmur, Il n'y connaissait rien en bijoux. Et il s'est fait rouler, il est revenu avec des imitations en verre. Zéro valeur. la tuile. La leçon est brutale mais claire. Ne confie ton argent qu'à ceux qui sont compétents et expérimentés dans le domaine concerné. Arcade demande. Demanderait-on conseil à un boulanger sur les étoiles? Non. C'est logique. C'est la troisième loi de l'or. L'or reste avec le propriétaire prudent qui l'investit avec sagesse en suivant les conseils d'hommes avisés. Et la quatrième, l'or fuit celui qui l'investit dans des domaines qu'il ne connaît pas ou qui ne sont pas approuvés par les experts. Il y a aussi l'histoire de Rodin, le fabricant de lances. Il reçoit une somme importante du roi, il est un peu perdu. Son beau-frère, Araman, veut lui emprunter pour se lancer dans le commerce. Mais Rodin a des doutes, alors il va voir Maton, le prêteur d'or. Un expert. Et que lui dit Maton? Ses conseils sont un modèle de prudence. Il dit à Rodin, si tu veux aider ton ami, fais-le sans que ses problèmes deviennent les tiens. Il l'encourage à évaluer froidement la capacité de remboursement d'Araman, son expérience, la viabilité de son projet. La sécurité d'abord. La priorité absolue, avant même de penser au rendement, c'est la sécurité du capital. Maton insiste.
Mieux vaut un peu de prudence qu'un grand regret. C'est aussi lié à la cinquième loi de l'or qui met en garde contre les gains mirobolants et les escrocs. Protéger son capital, c'est aussi important que de le faire grandir. C'est comme les murs de Babylone. Sans défense solide, la richesse disparaît vite. Mais comment on reconnaît un homme sage, un conseiller compétent aujourd'hui, avec tout ce qu'on trouve en ligne et les influenceurs? C'est une bonne question. Le livre met l'accent sur l'expérience prouvée et la réputation. Maton, il est connu à Babylone comme prêteur avisé, et ce depuis longtemps. Pas le dernier arrivé. Non, il faut chercher des gens dont les compétences sont reconnues, qui ont un historique de succès dans le domaine et dont les intérêts semblent alignés avec les nôtres. La prudence, c'est aussi croiser les sources, comprendre comment cette personne gagnait de l'argent elle-même et se méfier des promesses trop belles pour être vraies. Le bon sens reste essentiel. Au-delà de l'argent pur, le livre parle d'autre chose. La cinquième cure, c'est être propriétaire de sa maison, vu comme un investissement, une fierté. Oui, La sixième cure, c'est assurer des revenus futurs, pour la vieillesse, pour la famille, l'ancêtre de la retraite et de l'assurance en quelque sorte. tout à fait. Mais la septième cure me paraît vraiment centrale. Augmente ta capacité à gagner. Ah oui, celle-là est fondamentale. L'idée que la gestion financière, ce n'est pas juste bien utiliser ce qu'on a, mais c'est aussi chercher activement à avoir plus de revenus. Comment on fait? En investissant sur soi-même, améliorer ses compétences, devenir meilleur dans son métier. Comme Arcade, qui est passé de simple scribe à maître scribe respecté. C'est souvent l'investissement le plus rentable en fait. Se former, apprendre? Et Arcade souligne aussi l'importance d'avoir des désirs clairs. Vouloir être riche, c'est trop flou. Vouloir 5 pièces d'or, c'est un objectif concret. Ça pousse à l'action, à chercher comment faire spécifiquement pour atteindre cet objectif. Il y a aussi une dimension presque morale, j'ai l'impression. Arcade insiste pour qu'on paye ses dettes vite, qu'on prenne soin de sa famille, qu'on soit généreux quand on peut. Absolument. Pour Arcade, ce n'est pas séparé de la réussite financière. Ces actions construisent le respect de soi. Et selon lui, quelqu'un qui se respecte, qui agit avec honneur, a plus de force, plus de détermination pour atteindre ses buts financiers. C'est un cercle vertueux. C'est ça. L'intégrité personnelle renforce la capacité à réussir matériellement et la sécurité matérielle permet d'agir avec plus de générosité, plus d'honneur. La croissance personnelle et la croissance financière s'alimentent l'une l'autre. Un dernier point qui revient souvent, c'est cette notion de chance, de bonne fortune. Arcade dit que la chance, ça ne se trouve pas au jeu. Non. La déesse de la bonne fortune, comme il dit, elle favorise les hommes et les femmes d'action. Ceux qui sont prêts, Ceux qui sont préparés, oui, qui ont développé leurs compétences, qui sont attentifs aux opportunités et qui agissent vite quand elles se présentent. La chance, ici, c'est pas un hasard aveugle, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. et le livre montre des gens qui ratent des occasions. À cause de la procrastination, de l'hésitation, c'est un thème récurrent. Ah, la procrastination, l'ennemi numéro un. Arcade a d'ailleurs une définition intéressante de la volonté. Ce n'est pas une force surhumaine, dit-il. Non, c'est simplement la détermination inébranlable de mener à bien une tâche qu'on s'est fixée. C'est plus terre à terre. Exactement. La procrastination est vue comme le principal obstacle. Tous les plans, toutes les bonnes résolutions ne valent rien sans action. Une action concrète et persévérante. L'histoire de Dabazir est parfaite pour illustrer ça. Une fois qu'il décide vraiment de s'échapper et de rembourser ses dettes, il trouve la force et les moyens. Là où il y a une détermination, un chemin peut être trouvé. C'est sa devise, oui. C'est la transformation de l'état d'esprit qui est décisive. Passer de la passivité et du doute à une résolution active. Et c'est cette résolution qui attire la bonne fortune. Alors, après avoir exploré tout ça, revenons à notre question de départ. Est-ce que ce sont juste de jolies histoires un peu désuètes ou est-ce que ça a une vraie application aujourd'hui? D'ailleurs, le livre se termine sur une note intéressante. La lettre du professeur Shrewsbury. Oui, un archéologue britannique fictif qui, en 1936, découvre les tablettes de Dabassir. Et qui décide d'appliquer le plan 100 dixièmes pour soi, 7 dixièmes pour vivre, 2 dixièmes pour les dettes. Il l'applique à sa propre situation financière qui était catastrophique. Et ça marche. Il écrit ensuite pour dire que oui, ça a fonctionné, il s'est désendetté et il a commencé à se construire un petit patrimoine. Pour Clayson, c'est la preuve que ces principes sont universels et intemporels. Ce qui me frappe quand même, c'est la simplicité de ces règles face à la complexité de nos vies financières actuelles. Avec tous les produits, les options, c'est tout le paradoxe, non? Les outils financiers ont incroyablement évolué, c'est vrai. Mais les comportements humains face à l'argent,
Le désir d'avoir, la peur de perdre, la tentation de dépenser tout de suite, la difficulté d'être discipliné, ça semble remarquablement constant. Peu importe l'époque. Exactement. Les principes babyloniens sont simples à comprendre. Mais les appliquer avec constance, avec discipline, c'est peut-être ça le vrai trésor. Hier comme aujourd'hui, le vrai défi, il n'est pas intellectuel en fait, il est comportemental. Donc, si on devait résumer l'essentiel de cette sagesse de Babylone, ce serait d'abord se payer soi-même au moins un dixième. Ensuite, apprendre à vivre avec le reste en maîtrisant ses désirs. Contrôler ses dépenses, oui. Puis, faire travailler cet argent épargné, mais avec prudence, en demandant conseil aux bonnes personnes. Ne pas se lancer à l'aveugle. Investir continuellement sur soi, sur ses compétences pour pouvoir gagner plus. Et surtout, le plus important peut-être, agir avec détermination, sans laisser la procrastination tout gâcher. C'est une bonne synthèse. Et la richesse dont on parle ici, ce n'est pas juste l'argent sur le compte, c'est aussi la sécurité, le sentiment d'accomplissement, le respect de soi. Tout à fait. Et ces leçons millénaires, si logiques finalement, elles demandent une chose qui semble de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui, une vision à long terme. Et la discipline de s'y tenir. La consommation immédiate, aux solutions miracles, aux gratifications instantanées. Comment peut-on réellement cultiver en nous cette patience, cette constance nécessaire pour construire, jour après jour, notre propre forteresse financière? Solide, protectrice, un peu comme ces murailles légendaires de Babylone.